Et salut à tous, allez, comme convenu, mon wallet 100% sécurisé, donc j'ai fait ça à la base pour moi. C'est pour l'instant que sur le XRPL et c'est suite à ce qui s'est passé donc avec Tangem où j'ai quand même un peu perdu la confiance. Donc je vais vous expliquer ici dans un premier temps comment ça fonctionne et ensuite on va le faire sous forme de tuto juste après. Et vous verrez que l'utilisation est certes un petit peu plus complexe ou contraignante on va dire qu'un Descent, mais pas non plus extrêmement compliqué, et vous verrez que par contre c'est 100% sécurisé, et je vais vous expliquer en quoi. Alors pour la démo et pour m'assurer que vous compreniez bien, j'ai donc deux PC ici avec moi. Le premier PC ici, celui que vous voyez, c'est donc mon PC qui sera online, connecté à Internet, et le deuxième PC que vous voyez ici, c'est celui qui sera offline. On les différencie, ici vous en avez un avec le bandeau noir en haut, et l'autre côté vous avez ici le bandeau blanc en haut. Alors malheureusement j'ai mon ancien PC qui souffle un peu, donc j'espère que ça ne fera pas trop de bruit sur le micro. En tout cas, désolé pour ça si ça fait un peu trop de bruit. Alors dans un premier temps, on va faire un brin de théorie. Pour d'abord commencer à faire un petit rappel, donc comment ça marche exactement un wallet hardware, et en quoi c'est sécurisé et en quoi ça l'est moins. Donc typiquement ici, on a donc, je vais vous prendre deux exemples, la génération d'un wallet et l'exécution d'une transaction. C'est les deux principales actions qu'on fait sur nos wallets. Ici à gauche, vous avez la partie offline non connectée. Ici, vous avez le lien entre les deux et ici, vous avez la partie connectée. Donc, généralement, ici, vous allez retrouver par exemple le Ledger, le Descent, la Tangem, CQX ou autre. Et ici, la partie applicative. Souvent, soit, alors pour Ledger, ça peut être par exemple une application comme Ledger Live, une application de PC, ou comme pour Tangem et Descent, des applications mobiles. En tout cas, c'est la partie applicative qui est connectée à Internet. Et ici, c'est la partie device qui est normalement non connectée à Internet. Et je dis normalement parce que c'est là qu'il y a effectivement les faiblesses de sécurité. Et c'est que là-dedans, il y a des équipes qui codent, qui font partie d'une société. Et on remet notre confiance 100% à eux finalement pour ce qui est de ces devices. Et de la sécurité qu'il y a à l'intérieur. Donc, comment ça fonctionne en tout cas? Premièrement, dans la plupart des devices comme ça, la seed phrase, donc les mots-clés, sont générés dans le device. Et le device vous les montre. C'est le cas de quasiment tous les devices, sauf ici Tangem dans le cas où on veut récupérer ces mots-clés, puisque les mots-clés vont remonter sur la partie applicative pour qu'on puisse vous les montrer. Ça veut dire que là, vos mots-clés passent un moment sur la partie applicative qui est online, et c'est ça qui est pas bon. Dans le cas de la carte Tangem avec génération de la seed, donc sans les mots-clés à l'intérieur, votre seed ne sort normalement pas de la partie offline. Si vous voulez des détails là-dessus, j'ai fait une vidéo, je vous la remets ici en haut à droite, ça explique comment fonctionne Tangem et les risques qu'il y a aussi avec eux. Donc, première étape, le device ici va générer ces mots-clés. Et à partir de ces mots-clés, il va générer une clé privée, une clé publique et finalement l'adresse d'utilisation du wallet. Et ensuite, c'est seulement l'adresse du wallet qui revient sur la partie applicative par USB ou Bluetooth selon le cas. Du coup là, on est 100% sécurisé dans le sens où ici on est bien offline, donc notre seed phrase et la clé privée restent bien totalement hors ligne et il n'y a que l'adresse du wallet qui vient sur la partie applicative qui est online. Le seul hic de sécurité ici, c'est qu'on s'en remet à ce qu'ont codé les équipes de dev de ces devices ici. Ensuite, maintenant pour l'envoi d'une transaction. Donc là, ça commence au niveau de la partie applicative. On va avoir une préparation de la transaction qui peut ici venir discuter avec la blockchain pour savoir où s'insérer. Donc typiquement, ça va être, si vous faites un transfert, ça va être l'adresse source du wallet, la destination, à qui on l'envoie, et le montant, par exemple sans XRP. Donc ça, c'est une préparation, ça ne fait pas entrer en jeu votre clé privée, donc ça peut se faire ici. Ensuite, la transaction préparée ici, elle est envoyée au device, donc soit par Bluetooth, soit par USB, pour une signature. Et ici, une signature avec votre clé privée. Mais là, on est offline, donc c'est OK, on peut utiliser la clé privée. Donc là, en gros, on va venir encoder, signer cette transaction avec la clé privée. Pour que finalement, elle soit décodable que avec la clé publique qui a été générée par cette clé privée. Et c'est ça qui nous permet de savoir que c'est bien vous qui faites la transaction. Une fois que ça a été signé dans le device, donc là, on est offline, la transaction signée, mais sans la clé privée, c'est vraiment que le résultat de la signature avec la clé privée, donc ce qu'on appelle la transaction signée, repart en Bluetooth ou en USB vers la partie applicative pour l'envoi de la transaction. Et finalement, la dernière étape, on envoie la transaction sur la blockchain. Et voilà comment se passe l'envoi d'une transaction sur un device comme cela. Et donc maintenant, sur le même principe, on a le wallet que je vous ai fait, donc je vais vous donner les fichiers, il y a 4 fichiers HTML.
Je vais vous les donner après, il n'y a rien à payer, c'est gratuit, il n'y a aucun souci, je le fais d'abord pour moi, mais si ça peut servir à d'autres, c'est très bien. Alors vous verrez, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas forcément pour tous les wallets, dans le sens où si par exemple vous avez 1000 $ en XRP, c'est peut-être pas la peine de le sécuriser comme ça. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, dès que vous avez 10 000 XRP ou une bonne somme finalement à protéger, parce que si aujourd'hui 10 000 XRP c'est quoi? C'est 30 000 balles, peut-être que dans peu de temps ce sera 100 000, 200 000, 300 000 balles. Donc ça peut être intéressant de les sécuriser vraiment à 100%. Donc je l'ai représenté sous forme d'un coffre-fort avec un X, puisque pour l'instant ce sera que sur le XRPL, et comme j'ai dit dans mon groupe et comme j'ai déjà dit, je vais après m'attaquer à d'autres blockchains pour avoir ce genre de wallet 100% sécurisé. C'est-à-dire que là, vous verrez, une fois que vous avez les fichiers, et vous pourrez les faire vérifier aussi par des gens qui s'y connaissent, comme quoi le code il est propre. J'ai fait le moins de code possible, le plus réduit possible pour que vous n'ayez pas grand-chose à vérifier. Je vous explique ça après. Et je fais même, à la fin de cette vidéo, je vous ferai une revue du code avec vous pour vous montrer que tout est clean. Et quoi faire pour vérifier à votre tour que tout est clean. Dès lors que vous avez des fichiers de code qui sont clean, ben là, la sécurité, elle dépend que de vous. Donc, même principe, là, on va voir la génération ou la récupération d'un wallet. Et ici, donc, ça va être ce premier fichier que j'ai appelé 1, XRP, donc offline, à utiliser offline, qui est la génération du wallet. Donc là, ça va faire la même chose. On va soit générer des nouveaux mots, et comme ça, vous pourrez les noter sur un papier ou autre, offline. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la seed phrase qui va être générée. Et de la même façon, si vous avez une seed phrase sur papier, vous pourrez la rentrer pour récupérer votre clé privée. Puisque à partir de ça, ce fichier-là va générer une clé privée, la clé publique et l'adresse du wallet. Donc que vous choisissiez de générer un nouveau wallet ou d'en récupérer un qui existait déjà, ça va se passer exactement de la même manière. Et ensuite, pareil, ici, donc c'est ça qu'on va faire, j'ai fait une différence. Ici, c'est une clé USB. Pour l'instant, j'ai trouvé que ça qui conviendrait à tout le monde. Ça permet de rester bien déconnecté. Donc ici, par exemple, je suis sur un PC offline. Je mets l'adresse de mon wallet, par exemple, sur la clé USB. Et j'arrive ici sur la partie online. Donc ma clé privée et ma seed phrase sont vraiment restées sur l'ordinateur offline. Vous verrez aussi, vous aurez la possibilité de télécharger finalement le wallet, donc qui contient toutes ces informations-là, sur une clé USB, le tout encrypté par un mot de passe, et finalement, cette clé USB, ce sera votre ledger, votre descent à vous. Ce sera une clé USB avec votre fichier de wallet crypté par mot de passe que vous choisissez vous dedans, et vous aurez votre wallet. Je vous montre tout ça après comment ça marche. Donc ça, c'est pour la génération et la récupération d'un wallet. Maintenant, pour l'envoi d'une transaction, là, ça va être très similaire. Donc l'étape 1, ça va être la préparation de la transaction. Ça va se faire avec le fichier 2.1, puisque finalement, c'est la partie 2, l'étape 1, où vous allez préparer votre transaction. Qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, ça peut être transférer des XRP, transférer n'importe quel asset qui est sur le XRPL, par exemple des RLUSD. Ça peut être ajouter une trust line, enlever une trust line, et j'ai même fait supprimer votre compte pour récupérer le reliquat de XRP qui peut rester sur un compte. Cette fameuse réserve qui est bloquée sur les comptes XRP. Donc si demain, par exemple, vous voulez arrêter Ledger ou arrêter Tangem, j'en sais rien, et que vous avez vos mots-clés, vous pouvez mettre les mots-clés donc sur la récupération du wallet comme on a vu avant, et vous pouvez supprimer le compte, ce qui fait que vous allez récupérer la réserve de XRP qui est bloquée. Donc, revenons à nos moutons, on a l'envoi d'une transaction. Donc, première étape, préparation, c'est comme tout à l'heure. Là, pour le coup, sur XRPL, ça vient discuter avec la blockchain. Donc, ça a besoin d'être fait online. Et typiquement, pour un envoi de XRP d'un wallet à un autre, c'est l'adresse source, l'adresse de destination et le montant en XRP. Donc ça se fait dans ce fichier-là, le 2.1 XRPL online, préparer la transaction. Deuxième étape, donc là, maintenant, pour être sûr de cloisonner, vous allez mettre cette transaction préparée sur la clé USB et vous passez sur votre PC offline pour l'étape 2, signature de la transaction. Et ça va se faire sur le fichier 2.2 qui est donc XRPL offline cette fois et là où on va signer la transaction. Pareil qu'avant, on va ici signer avec la clé privée qu'on a ici gardée, mais c'est OK puisqu'on est complètement offline. Et ensuite, on prend la transaction signée, on la met sur la clé USB, on revient sur le PC online pour la troisième étape qui est l'envoi de la transaction et qui se fait avec ce fichier donc 2.3 XRPL online transaction send. Et là forcément on doit être online puisqu'on va l'envoyer sur la blockchain. Donc c'est le même principe finalement qu'un device comme Ledger, comme Descent et compagnie, sauf que ici vous dépendez plus de personne. Comme j'ai dit, ça demande de mettre une fois sur une clé USB, de faire cette étape, de mettre sur une clé USB et de faire cette étape. C'est le seul moyen d'être 100% sécurisé par vous-même. Et évidemment, si c'est un compte sur lequel vous faites 3 transactions par jour, c'est peut-être contraignant. Maintenant, si c'est un compte où vous allez mettre 100 000 XRP dessus
et vous ne les touchez pas pendant 10 ans, ou que vous faites une opération par an, bah dans ce cas-là, c'est parfait. Et puis en plus, vous serez sûr que là, il n'y a pas eu de fuite, personne ne peut y avoir accès, et aucune société déceinte ou autre peut vous prendre vos mots-clés ou votre clé privée. Vous êtes 100% sécurisé par vous-même. Donc, on a ici 4 fichiers HTML. Le premier, c'est pour générer ou récupérer un wallet. Le deuxième, c'est pour préparer la transaction. Le troisième, pour signer. Et le quatrième, pour envoyer. Pourquoi j'ai fait 4 fichiers plutôt qu'un? Tout simplement parce que ces deux-là sont des fichiers qui sont connectés. Donc, la sécurité est moins importante dessus puisque c'est la partie connectée à Internet. Donc, on s'en fout finalement. Et les deux parties qui doivent être extrêmement sécurisées, c'est donc la génération, le fichier 1, et la signature, le fichier 2. Et du coup, j'ai bien cloisonné en différents fichiers pour que vous puissiez vérifier facilement chacun. Alors, pourquoi j'ai choisi des fichiers HTML dans un navigateur? Il y a plusieurs raisons à ça. Plutôt qu'une application ou plutôt qu'un plugin comme MetaMask ou Rabi ou autre. Parce que des plugins, en fait, c'est tout le temps connecté à Internet. Donc finalement, vous avez votre wallet comme une appli mobile finalement, et comme Ledger Live sur votre Ledger, c'est des applications connectées à Internet. Donc finalement, si votre clé privée ou votre site phrase traîne par là, ben, ça peut être piqué par un hacker, parce que c'est connecté à Internet. En plus de ça, sur une application ou un plugin de navigateur, bah, c'est déjà plus compliqué d'aller vérifier le code. Là, j'ai décidé de faire du HTML, puisqu'il vous suffit d'ouvrir ce fichier avec un éditeur de texte, et vous aurez le code source. Alors, vous pouvez ne rien comprendre au code source, mais c'est facile de le filer à un ami ou qui s'y connaît ou n'importe qui d'autre pour vérifier si tout est correct. D'autant que, autant sur cette partie-là, il y a un peu plus de code, autant sur ces deux parties, j'ai vraiment réduit au minimum le nombre de lignes de code pour qu'il n'y ait quasiment rien à vérifier. Et encore une fois, à la fin de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse, je fais une vérification de code avec vous. Parce que effectivement, là, c'est moi, des cryptos, je pense que vous pouvez avoir confiance en moi, je vous ai déjà prouvé que je suis quelqu'un d'honnête, mais quand même, dans ce monde-là, il faut faire confiance à personne. Donc moi, je fournis des fichiers de code. Potentiellement, si je suis un enfoiré, j'ai pu mettre des instructions pour vous piquer votre crypto. Mais dès lors que vous pouvez vérifier que le code est propre et correct, ben vous n'avez pas de souci à vous faire. Et dès lors que vous avez des fichiers où vous n'avez aucun souci à vous faire, la sécurité dépend à 100% de vous. Autre avantage avec le HTML, c'est qu'en double-cliquant dessus, si vous avez un navigateur, vous pourrez le lire. Et c'est compatible à travers les différentes machines. Que vous ayez du iOS ou du Windows ou du Linux, ça fonctionnera de la même manière. Autre avantage, on est cloisonné dans un onglet de navigateur. Donc une fois que vous fermez l'onglet terminé, il n'y a plus personne qui peut fouiner dans votre machine ou autre. Et donc ça apporte aussi une sécurité cloisonnée en plus. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire des fichiers HTML. J'aurais pu faire ça sur un site web pour que vous ayez directement accès sur un site web, mais le problème c'est que 1, vous ne maîtrisez pas le code qui peut changer si c'est un site web. Donc je déconseille d'ailleurs très très fortement d'utiliser le mode, comme on appelle, Paper Wallet pour faire la même chose que je vais décrire là, mais via un site web, puisque le site web, non seulement c'est connecté à Internet, donc c'est clair que vos mots-clés et votre clé privée, elle va transiter sur le web. Et deuxièmement, si jamais le code change et qu'il y a un hacker qui hack le site web en question, ben, vos fonds, vous êtes morts. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça doit être fait offline. Et offline, ça ne peut pas être sur un site web. D'où les fichiers. Ok, maintenant, 3 règles de sécurité vraiment importantes, puisque c'est un wallet 100% sécurisé par vous, on est d'accord, mais il va falloir avoir du bon sens et suivre à minima ces 3 règles. Donc la première, c'est toujours utiliser ou télécharger les fichiers avec mon lien officiel. Si on vous donne ces fichiers, ne les utilisez pas. Assurez-vous toujours de télécharger ces fichiers depuis mon lien officiel qui se trouvera donc soit sous une vidéo sur ma chaîne officielle, soit mon canal Telegram officiel. Là aussi, assurez-vous à 4 fois de ne pas vous faire avoir de là où vous téléchargez les fichiers. Deuxièmement, n'hésitez pas à faire vérifier le code HTML par un connaisseur si vous n'avez pas confiance. Ce serait légitime et pertinent. J'ai aucun souci à ce que vous n'ayez pas confiance, au contraire, dans mes fichiers. C'est normal de ne pas avoir confiance par défaut quand on parle de ça. Donc n'hésitez pas à trouver un ami ou n'importe qui est une connaissance à vous et qui peut vérifier le code HTML. Comme je vous ai dit, le code à vérifier, il est très court, il est très simple, donc c'est vite fait. Et ça vous donnera un autre avis sur le fait qu'il n'y a aucun souci et que ce code ne vous volera pas des fonds. Vous pouvez le faire, vous pouvez me faire confiance, il n'y a aucun souci d'ailleurs là-dessus, je vous le garantis. Par contre, si vous voulez le faire vérifier, allez-y avec plaisir. Et troisièmement, si jamais vous envoyez les fichiers ou vous demandez à quelqu'un de les télécharger, même sur mon lien officiel, ou que vous les envoyez vous-même à un tiers pour une vérification, ne jamais, au grand jamais, récupérer et utiliser les fichiers HTML qui vous renverraient comme validés. Par exemple, vous l'envoyez à quelqu'un qui vous dit « j'ai vérifié les fichiers, il y avait un petit bug, tiens c'est bon, maintenant ils sont OK, récupère les fichiers, je te les envoie par email ». Jamais faire ça.
Parce que là, vous pouvez justement récupérer un fichier qui a été verrouillé par quelqu'un. Donc, toujours revenir à la règle 1, télécharger les fichiers avec mon lien. Si jamais vous voulez faire vérifier, vous envoyez les fichiers à celui au tiers qui va vérifier pour vous. Il va, de toute façon, s'il est honnête, il va vous dire que c'est OK et qu'il n'y a aucun souci. Et ensuite, vous utilisez les fichiers que vous avez téléchargés, pas ceux qu'on vous aurait renvoyés. Et si vous avez le moindre doute, par exemple, si votre tiers de vérification il vous dit j'ai un petit doute là-dessus, alors n'utilisez pas ce wallet. Vous jetez tout ça et tant pis, c'est pas pour vous. C'est hyper important. Moi, je suis là, je suis Décrypto, je suis sur ma chaîne officielle. Je peux vous assurer que ces fichiers sont clean et que le lien de téléchargement que je vous fournis, il est clean. Mais si vous avez le moindre doute concernant ce que je fais ou même en m'ayant fait vérifier, alors ne les utilisez pas. C'est une règle de sécurité de base. Ok, allez, maintenant on passe à la pratique. Donc je voulais vous montrer ça juste avant de commencer. Ici, je suis donc sur mon PC online, connecté à Internet, et je suis dans la partie génération d'un wallet, qui est censé être offline. Du coup, quand je démarre online, il me dit attention, cet ordinateur est connecté à Internet. Pour une sécurité maximale, assurez-vous que cet ordinateur n'est pas connecté à Internet, ni en Wi-Fi, ni via un câble, et coupez le Wi-Fi ou débranchez le câble et rechargez la page avant de commencer. Donc ici, je recharge, ça ne marche pas. Normal, je suis connecté. Donc, je ne suis pas au bon endroit pour faire ça. Ok, donc là maintenant, ici c'est le 2 points, préparer la transaction, ça se fait online, donc là tout est nickel. Et ensuite, le point suivant, l'étape suivante, ce sera d'envoyer. Ici, je suis au bon endroit. Donc maintenant, on va basculer sur le PC offline pour faire une génération. Donc me voilà donc sur le PC offline, vous voyez ici c'est en noir au-dessus. Et ici, je suis, comme le PC n'est pas connecté à Internet, là j'ai plus de warning, il me dit cet ordinateur est offline, vous pouvez continuer en toute sécurité. Donc j'ai compris, démarrer. Là il me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc soit je veux générer un nouveau wallet, on est toujours bien sur le XRPL, hein. Soit je veux récupérer un wallet. On va faire générer un wallet déjà pour commencer. Donc ici, génération. Là, il vous demande combien de mots vous voulez pour votre site phrase. Vous pouvez choisir 12 ou 24 ou ce que vous voulez. Donc ici, 12. Donc effectivement, 12, c'est plus court à écrire ou à retenir ou à mettre sur papier, mais c'est moins sécurisé. 24, c'est plus long, mais c'est plus sécurisé. Et vous pouvez aussi choisir au choix ce que vous voulez. Ici, vous pouvez mettre, des fois ça se fait 25, 26 mots, c'est vraiment comme vous voulez. Et à partir de là, assurez-vous d'être seul dans un endroit privé qui n'ait pas de caméra ni aucun regard indiscret. Et là, vous faites générer un wallet. Et ici, donc, vous avez 3 parties. Vous avez votre site phrase, donc c'est du coup les 25 mots, comme on voit ici. Les 25 mots qui ont été générés ici. C'est donc des mots aléatoirement pris dans le standard de blockchain. Ensuite, vous avez donc votre adresse publique du wallet. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez utiliser pour vous envoyer des fonds ou donner à quelqu'un pour qu'il vous envoie des fonds. Ça, c'est public. Et ici, vous avez donc votre wallet complet. Donc avec sa clé publique, la clé privée ici, ça, ce qui ne doit surtout pas quitter la partie offline. Ça reprend votre adresse ici du wallet. Et ici, vous avez votre site phrase. Donc ça, c'est le wallet complet. Et donc, on peut, ici, télécharger ce wallet. Donc là, je vais le faire. Et ici, il vous demande de mettre un mot de passe. Donc ici, je vais mettre test. Là, c'est vous qui choisissez, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Et ça va venir encrypter votre wallet. Exactement comme c'est fait dans un device hardware, c'est encrypté. Pour être sûr que même si quelqu'un tombe sur votre fichier de wallet, sans le mot de passe, il ne pourra jamais le décrypter. Donc là, vous mettez votre mot de passe. Pourquoi j'utilise ce petit panneau qui est un peu moche d'ailleurs? C'est un ancien système des navigateurs, mais qui marche toujours aujourd'hui. Parce que il retient pas, il capture pas et il retient pas ce que vous mettez là. Alors, c'est en clair ici pour 2 raisons. La première, c'est que au moins ça vous permet de bien vérifier votre mot de passe. Et la deuxième, c'est que de toute façon, normalement, vous êtes tout seul. Donc, il n'y a aucune raison de cacher le mot de passe avec des étoiles, comme on peut le voir généralement. Donc là, ça vous permet de bien vérifier que votre mot de passe est correct. Vous vérifiez bien, vous faites OK. Et là, il vous a téléchargé le fichier. Donc, maintenant, juste pour voir, ici dans téléchargement, j'ai un nouveau fichier qui porte en fait le nom de mon adresse publique de wallet ici, .xrpl wallet. Ça, c'est votre wallet maintenant, et il est encrypté. Donc si par exemple je l'ouvre, on voit ici que c'est un tas de chiffres et de lettres, et qu'il n'y a plus rien à voir. Il est encodé avec votre mot de passe, donc là-dessus, personne ne peut savoir ce qui se passe, ou ce qu'il y avait écrit dedans. Alors qu'en fait, c'est ces informations-là qu'il y a dedans, et qui sont encryptées. Voilà, donc là maintenant, vous pouvez noter cette phrase sur papier. C'est votre site phrase, comme vous le faites pour de nombreux wallets. Ça, vous pouvez le mettre de côté, c'est votre adresse publique du wallet. Et ça, c'est vraiment votre wallet. Ça, vous le foutez sur une clé USB
et vous le rangez avec votre ledger, et ça, c'est votre ledger à vous. Donc en gros, ce fichier-là, vous le mettez sur votre clé USB à vous, là où vous rangez votre ledger, et c'est votre ledger. Et vous pouvez mettre à côté d'ailleurs les 4 fichiers HTML. Comme ça, vous avez toujours de quoi récupérer votre wallet. Et pour vous montrer aussi que ça marche bien, vous voyez, là on a R3i N8M pour l'adresse publique. Donc maintenant, je vais copier les mots-clés, et puis je vais faire récupérer un wallet. Là, il me demande, est-ce que je veux le récupérer avec les mots-clés, ou est-ce que je veux le récupérer à partir d'un fichier wallet. Donc imaginons que j'ai perdu ma petite phrase sur papier, ou ma maison a brûlé, j'en sais rien, bon c'est pas drôle, mais disons que j'ai perdu mes mots-clés, mais j'ai toujours ma clé USB avec le fichier dedans. Je vais cliquer là, je vais aller chercher mon fichier wallet. Ici, il me demande forcément le mot de passe que j'ai mis pour le décrypter. Je fais OK. Et il me retrouve exactement le même wallet avec toutes les infos. Donc là, je viens de récupérer un wallet. Maintenant, je peux aussi récupérer un wallet avec les mots-clés. Donc là, par exemple, j'ai ça. Et ici, je vais mettre les mots-clés. Donc exactement mes 25 mots-clés. Je fais OK. Et ici, pareil, il me récupère le wallet et on a toujours R3i N8M. Donc c'est bien le même wallet. Voilà, donc avec ce fichier-là, le 1.xrpl offline, vous allez pouvoir générer un nouveau wallet, récupérer un ancien wallet, soit avec les mots-clés, soit avec votre fichier wallet qui est dans la clé USB. Maintenant aussi, si vous faites générer, vous voyez que ici, vous pouvez vous mettre sur 24 mots, et là vous faites générer. Vous pouvez générer autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vos mots-clés vous plaisent ou ce que je sais d'autre. Et là, c'est vraiment, voilà, là on génère des wallets sur le XRPL. Alors, ils ne sont pas connectés à la blockchain, hein, donc en fait c'est offline, puisque finalement, un wallet apparaît la première fois sur la blockchain à partir du moment où on met une première fois des fonds dessus. Donc tant qu'il n'y a pas de fonds, il n'y a rien du tout sur la blockchain. Il n'y a rien sur la blockchain, mais vous pouvez envoyer des fonds. Et c'est en envoyant des fonds que ça va arriver sur cette adresse-là, et que vous seul pourrez les récupérer parce que vous avez la clé privée. Donc voilà comment ça marche. Alors je vais en créer deux pour l'utilisation. Je vais en créer un que je vais appeler from, c'est-à-dire le premier, donc qui est l'expéditeur finalement, et un deuxième, le to, que je vais appeler qui est la destination. Donc là j'ai un premier, ici je viens ici et je vais le renommer. Je vais mettre donc from. Et ensuite je vais en faire un deuxième. Ici je vais générer 12 mots, générer, je télécharge. Je vais mettre le même mot de passe, on s'en fout. Voilà, et à celui-là, je vais lui mettre tout. Voilà, et là, je vais me faire un document texte que je vais appeler par exemple adresse. Et dans lequel je vais me mettre mes deux adresses. Ça, c'est juste pour les noter, pour pouvoir faire des transactions dessus. Voilà, donc là, j'ai mes deux adresses. Tac, et ça, les deux adresses seulement, je vais les mettre dans ma clé USB pour faire les transferts. Donc, en gros, là, je viens de créer deux wallets qu'on a ici. Un wallet source finalement et un wallet destination. Ça, c'est mes wallets avec la clé privée dedans, cryptée par mot de passe. Donc ça, je les laisse vraiment offline. Soit je les mets sur une clé USB, comme je vous ai dit, rangée avec votre Ledger, votre Tangem ou autre. Soit vous le laissez sur un PC offline. Il reste quand même protégé par mot de passe. Si jamais ça venait à aller sur un PC online, c'est OK, il reste quand même protégé par votre mot de passe. Et pour l'instant, sur cette clé USB, j'ai juste mis les adresses donc de source et de la destination. OK. Allez, je déconnecte cette clé USB du PC offline et on bascule sur le PC online. Ok, PC online maintenant, on va donc préparer une transaction. Donc ici, vous voyez qu'il y a un petit truc en plus, c'est mainnet, testnet. C'est-à-dire en gros, est-ce que vous voulez être sur le vrai XRPL, la vraie blockchain XRPL ou sur la blockchain de test. J'ai testé les deux, il n'y a aucun souci, tout marche. Mais pour les raisons du test et pour ne pas montrer mes vraies adresses, je vais le faire sur le réseau de test. Mais vous verrez, c'est exactement pareil. Donc si vous voulez vous entraîner de votre côté, vous pouvez le faire ici avec l'environnement de test. Mais si vous avez confiance directe, vous pouvez et vous devez le faire directement ici. En faisant ça ici, vous êtes sur la blockchain principale et ça fonctionne. C'est comme si vous étiez sur votre dessin tout en gemme. Donc ici, en gros, il faut que je prépare une transaction. Alors, c'est quoi une transaction? Typiquement, on va envoyer de l'argent des XRP d'un compte vers un autre. Ce sera le plus commun. Donc là, je vais prendre ma clé USB qui est maintenant arrivée sur mon PC online.
clé USB dans lequel j'ai mon fichier d'adresse, avec le from et tout qu'on a créé juste avant. Et là, je prends l'adresse du from et je la colle là-dedans. C'est le fameux R3i N8M qu'on avait tout à l'heure. Et là, je me mets bien. Alors, vous voyez, si je me mets sur le mainnet et que je fais vérifier l'adresse, il me dit que ce compte n'existe pas. Si maintenant je me mets sur le testnet, il me dit que ce compte n'existe pas non plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on l'a juste créé, mais comme il n'y a jamais eu de transaction dessus, il n'existe pas vraiment. Mais là, ce que j'ai fait en mode test seulement, c'est que vous pouvez ajouter des fonds dessus. Donc là, vous appuyez là. Ça, c'est si vous voulez tester. Si vous ne voulez pas tester, vous n'aurez pas ça à faire. Voilà, il envoie 90 XRP sur le wallet. Et voilà. Donc maintenant, si en gros je fais vérifier l'adresse sur le mainnet, vérifier, c'est toujours inconnu. Parce qu'on n'a rien fait sur le mainnet, on n'a jamais envoyé des fonds. Par contre sur le testnet, maintenant, je fais vérifier. Là j'ai bien, ça y est, j'ai un compte valide avec 90 XRP dessus, ce qui fait 285 $. Et alors sur le testnet, c'est les anciennes valeurs, donc vous voyez, vous avez 10 XRP réservés, donc 80 XRP disponibles. Ok, nickel. Alors maintenant que vous avez un compte valide, vous pouvez faire ça. Envoyer des fonds. Vous pouvez ajouter ou révoquer une trustline ou supprimer un compte. Donc pour envoyer des fonds, ça va être simple. Vous allez sélectionner ce que vous voulez envoyer, par exemple des XRP. Ici, vous allez mettre l'adresse de destination. Donc c'est celle qu'on a copiée aussi tout à l'heure, qu'on a appelée tout, Théo. Je mets là. Et le montant. Par exemple, 36 XRP. Ici, vous pouvez mettre montant max aussi, il va vous prendre ce qui est dispo, donc 80. Si vous voulez envoyer sur une plateforme, c'est pareil, vous pouvez ici mettre un tag ou un mémo que vous donne la plateforme. Mais là, comme je vais de compte XRP à compte XRP, on n'a pas besoin de mémo. On peut le mettre, mais il ne servira à rien. Et donc ça va permettre de préparer la transaction. Ici, vous faites préparer la transaction. Et ici, maintenant, donc il vous récapitule. On fait bien un transfert depuis cette adresse vers cette adresse de 36 XRP et il y aura 0,012 de frais. Alors là, je vais devoir le faire à la bonne vitesse aussi pour vous expliquer. Parce que, en fait, même si j'ai mis une certaine marge, vous allez devoir vous assurer. Donc là, il vous dit, assurez-vous d'être prêt avec votre clé USB et votre PC offline pour signer la transaction et ensuite revenir pour ici l'envoyer. Puisque ici, vous voyez, j'ai mes deux étapes. Donc j'ai préparé et envoyé ici. Donc exactement comme je vous montrais tout à l'heure dans le schéma. Ici, on va préparer. Ensuite, on va retourner sur le PC offline pour signer. Et ensuite, on va revenir ici pour envoyer. Tiens, juste avant, je vous montre ici. Donc ça, c'est l'explorateur du XRPL en test net. Et donc on voit que sur l'adresse, toujours la même, R3i N8M, on a bien 90 XRP maintenant qui ont été envoyés via un paiement ici. C'est tout ce qu'on a sur ce compte. Donc quand on est prêt, et là je vais le faire un peu vite aussi, on fait préparer la transaction. Et ici je fais télécharger la transaction dans un fichier. Voilà, ça c'est téléchargé. Je vais chercher le fichier téléchargé et je le mets sur ma clé USB. J'éjecte la clé USB de ce PC et je la mets sur l'autre PC. Et ici maintenant sur l'autre PC, je vais dans signer une transaction. Donc là pareil, il me met les warnings, mais là je suis bien offline, tout va bien. Ici je vais choisir le fichier de ma transaction que je viens de créer, donc la transaction préparée. Je vais donc dans ma clé USB puisque je l'ai mis dessus. Et ici, vous voyez, j'ai Transaction to Sign, ouvrir. Là, je retrouve ma transaction. Donc, ça va bien de ce compte à ce compte pour 36 XRP et 12 de FI. Ici, c'est des valeurs en drop. C'est pour ça que c'est multiplié par un certain nombre. Et donc ici, maintenant, j'ai deux possibilités pour les signer. Soit je lui donne ma seed phrase, soit je lui donne mon wallet. Donc là, on va utiliser le wallet. Donc, on les avait ici. C'est le wallet from. Le truc encrypté par mot de passe. Je remets mon mot de passe pour qu'il sache. Et hop, c'est bon, transaction signée avec succès. Et ici, pareil, je vais télécharger ça dans un fichier. Donc ça, c'est vraiment la transaction signée maintenant. Donc je vais maintenant chercher ma transaction signée, elle est là. Je la coupe et je la colle sur... Je peux même virer la transaction insignée. Voilà, ça c'est la transaction signée maintenant. Et elle est sur ma clé USB pour aller maintenant vers le PC online. Et maintenant, c'est la dernière étape. Donc ici, je vais dans envoyer une transaction. Je fais choisir. Ici, je vais donc choisir mon fichier signé. Il apparaît ici maintenant.
Et là, je fais... Donc, je m'assure, là, de... Normalement, on est toujours en main, hein, mais là, pour le coup, je suis en test. Et j'envoie la transaction. Et là, il me dit que ça a réussi. Donc, ici, j'ai le détail de la transaction sur XRP Scan. Donc, effectivement, là, il ne va pas me la trouver, tout simplement parce que XRP Scan, c'est sur le mainnet et pas sur le testnet. XRP Scan, c'est sur le mainnet. Donc ça, en fait, pour le test, on s'en fout. Par contre, vous pouvez, le hash de la transaction, c'est ça. Et vous pouvez tout à fait la mettre ici. Et là, donc, on voit que c'est un paiement succès de 36 XRP. On retrouve bien notre transaction. OK. Et maintenant, si je vais sur le compte donc d'origine, toujours le R3i N8M, celui sur lequel j'avais mis 90 et depuis lequel on a envoyé 36. Et là, on voit bien que maintenant, il y a deux transactions. 90 qui rentrent et 36 qui sortent, ce qui fait 54 XRP en tout sur ce compte. Et maintenant, si ici on va voir le compte de destination, qui n'existait pas avant, et que je mets là, on voit qu'on a bien reçu les 36 XRP, et là, il nous dit qu'il n'y a qu'une seule transaction. Et d'ailleurs, ce compte-là a été activé, comme on dit, par cette transaction de 36 XRP. Ok, donc vous voyez, tout a bien fonctionné. Alors maintenant, si on fait ici revérifier l'adresse, on voit qu'il a perdu donc les 36 XRP plus les 0,000012 de transactions, donc tout est cohérent. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, donc ici, si vous avez mis des trustlines, par exemple du RLUSD, une fois que vous l'avez mis, vous allez le retrouver ici. Vous allez le voir ici et vous allez le retrouver ici. Et vous pourrez aussi en envoyer, dès lors que vous en avez plus que 0. Et ce sera pareil, ici vous sélectionnerez RLUSD, l'adresse de destination, le montant en RLUSD, tag memo si nécessaire, et exactement, après c'est toujours la même chose. Donc là, juste pour l'exemple, on va faire ajouter une trustline. Donc ici, je fais ajouter, et donc je peux révoquer une trustline aussi. Ici, il me dit que j'en ai pas. Donc ici, je vais faire ajouter. Alors je vais ajouter par exemple RLUSD. Donc je me suis remis ici ma vidéo, puisque je les avais mis là. Voilà, donc on avait RLUSD, et ensuite c'était le code de devise, mais celui-là il n'est pas confort, enfin il n'est pas aux normes, donc il faudrait mettre celui-là. Mais vous verrez, j'ai fait le travail pour vous aussi là. Donc on va là, on met l'adresse du fournisseur, et ici au lieu de taper on ne sait pas quoi, on va mettre RLUSD, et il nous retrouve automatiquement que la devise normalisée c'est ça. Donc nous on s'en fout, on met juste ça. Si vous mettez USD, il vous dit rien puisque ça c'est déjà normalisé. Mais si vous mettez RL ou même XRPH par exemple, il va vous donner le code. Là, il va vous donner le code. Et ici, c'est RLUSD qui nous intéresse. Ici, c'est la valeur max qu'on peut recevoir ou envoyer de RLUSD sur le compte. Donc ici, je crois que ça fait, par défaut, j'ai mis 100 milliards, je crois. Donc pour des RLUSD, 1 milliard, même 100 000, c'est déjà pas mal. Et là, même chanson, je fais préparer la requête. Ici, j'ai le récap. Donc j'ajoute une trustline RLUSD de cet issuer max avec des frais de 0,12. J'enregistre ça dans un fichier. Je copie donc le fichier de cette transaction dans ma clé USB. J'éjecte et je change de PC. Me voilà maintenant sur le PC offline. Donc il y a la transaction ici. Là, je fais choisir un fichier. Alors, si vous voulez, hein, vous pouvez rafraîchir ici, redémarrer, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ici, vous choisissez le fichier, donc la transaction assignée, ouvrir. Ok, on la retrouve ici. C'est bien un trust set. Ici, vous n'avez pas besoin de savoir lire ça, hein, ça c'est du code au cas où vous voulez vérifier. Mais... Et ici, pareil, on va aller chercher, toujours pareil, notre wallet from, puisque c'est lui qui signe. On remet le mot de passe. Et voilà la transaction signée. Je la mets dans un fichier. Et la voilà ici. Et puis je la mets dans la clé USB. Et celle qu'on devait signer, on n'en a plus besoin. J'éjecte la clé. Je l'amène dans mon PC online. Et ici, je vais faire send. Donc ici, pareil, je peux recharger la page, mais ce n'est pas nécessaire. J'ai donc la transaction signée ici. Vous allez voir qu'au fond, elle va changer. Tac, ça a changé. Et maintenant, je fais envoyer. Et voilà, votre transaction a réussi. Et ici, on peut aller voir le résultat. Alors, vous avez aussi le résultat ici de la blockchain elle-même, si vous avez envie. Mais ça n'intéressera pas tout le monde.
Là, donc si on va maintenant vérifier, c'est toujours notre adresse from, toujours pareil, hein. On va la vérifier ici. On voit que on a maintenant une ligne de confiance créée de RLUSD pour 100 millions de dollars max. Et si on retourne ici sur vérifier, tac, on voit maintenant qu'on a du RLUSD. Voilà, alors sur le testnet, on ne peut pas malheureusement envoyer du RLUSD. Donc je ne peux pas vous faire le test d'un envoi, mais j'ai testé sur le mainnet, tout marche à merveille. Du coup là, ce que je peux éventuellement vous montrer, si vous avez encore du courage. Donc ici c'est pareil, je ne vois pas les RLUSD parce que j'ai pas de fonds en fait, donc ça sert à rien de les montrer. Mais ici par exemple maintenant je vais pouvoir révoquer une trustline. Donc là où tout à l'heure j'en avais pas, maintenant j'en ai une. Ici j'ai la RLUSD et je peux la révoquer. Ici préparer. Et là ben voilà, ça va me faire révocation de la trustline, tout. Et je fais le même manège, et une fois que ma transaction sera renvoyée, ben on aura aussi ici une révocation de confiance, de ligne de confiance. Et puis je peux aussi donc supprimer un compte. Donc là il y a quand même des conditions, il faut qu'il n'y ait plus de trustline et plus d'assets dans les trustlines. Mais c'est pareil, vous mettez ici l'adresse de destination sur laquelle on va envoyer le reliquat. Donc ici par exemple si je veux supprimer cette adresse, là j'ai envoyé des fonds à celle-là. Ben, je vais donc supprimer cette adresse et le reliquat, tout ce qui reste sur ce compte, c'est-à-dire vraiment, là on parle des 53, hein, c'est-à-dire les dispos plus la réserve, on envoie tout, il restera 0 XRP, on envoie tout à elle quand on supprime. Si jamais vous voulez tout envoyer sur une plateforme, ben, vous pouvez mettre aussi un tag mémo, et idem, vous préparez la transaction. Alors ici il ne veut pas, message d'erreur un peu dégueu, mais il ne veut pas tout simplement parce qu'il me dit que j'ai encore des trustlines. Donc en tout cas, de toute façon, c'est ce que je vous dis ici. Il faut vraiment que vous ayez révoqué toute votre trustline. Et pour révoquer une trustline, il faut qu'il y ait 0 de fonds dessus. Donc voilà comment ça marche. Alors maintenant, une dernière chose que je voudrais vous montrer sur un compte réel. Je vais prendre mon compte de donation. Donc ici, par exemple, je vais rafraîchir même comme ça, on repart de 0. Voilà. Ici, je mets le compte de donation. Disons qu'on était sur le testnet, je vérifie. Et ici, ben, il me dit que ce compte n'existe pas encore sur le XRPL. Parce qu'on est sur le réseau de test. Et ça, c'est un compte qui existe sur le vrai réseau. Donc maintenant, si je me mets sur le main, et je fais vérifier, là, on voit qu'il existe. Il y a 836 XRP dessus, 2675 $. Et ça monte hein, quand même. Là, vous voyez que maintenant, on est sur le vrai, donc c'est un XRP réservé. Et on voit ici que bah, j'ai mis des trustlines, Xcore, où j'en ai 7,3, et RLUSD. Du coup, ici, si je fais envoyer des fonds, donc évidemment, il me faut la clé privée pour signer cette transaction. Hein. Je peux pas l'envoyer si je n'ai pas la clé privée. Ici, je vois que je peux envoyer des XRP ou des Xcore. Et disons que je veux envoyer tous les Xcore. Ici, je mets une adresse, je mets n'importe quoi. Et ici, je fais préparer la transaction. Et là, donc, on voit que je vais transférer depuis ce compte-là vers ce compte-là. La currency, donc il m'a tout fait lui-même, c'est donc les Xcore. La valeur à envoyer et le issuer, donc il était déjà CT. Et là, vous faites pareil, télécharger le fichier, vous allez le signer sur le PC offline, vous revenez ici et vous l'envoyez. Et ici, donc sur révoquer une trustline, on a ici le RLUSD, puisque lui, il a 0, on peut le révoquer. Et l'autre, on ne le voit même pas, puisque comme il a encore des fonds dessus, il faut d'abord vider les fonds pour l'avoir ici dans la liste. C'est ce qui est dit ici. Et petite note juste avant de terminer, ici on voit que les frais c'est toujours en XRP. Donc si vous envoyez des XRP, vous payez des frais en XRP. Et si vous envoyez des RLUSD, ben vous allez payer les frais en XRP aussi. Donc ça veut dire que vous pouvez envoyer la totalité de vos Xcore ou RLUSD ou autres, puisque les frais seront payés par XRP. Mais que quand vous envoyez des XRP, le montant max que vous pouvez envoyer, c'est donc le montant qui est disponible, donc retranché de 1 aujourd'hui, qui est la réserve. Mais, chose que je ne savais pas et que j'ai appris en faisant tout ça, c'est que vous pouvez ici envoyer la totalité de ce qui est réservé et vous pouvez payer les frais de transaction sur ces 1 XRP. Donc ça va venir diminuer les XRP réservés jusqu'à ce que vous remettiez assez de fonds pour que ça revienne remettre les XRP, les 1 XRP en réserve. Donc en fait, on peut payer des frais sur la réserve. Un point aussi, pour supprimer un compte, les frais de réseau pour supprimer un compte, c'est de 0,2 XRP. Donc en gros, ils ont fait un système pour que créer un compte, il y ait une réserve de 1 XRP, et quand vous voulez le détruire, ça vous coûte 0,2 XRP. Donc en gros,
créer un compte et le supprimer, ce que pourraient avoir envie de faire des hackers, ça va vous coûter 0,2 XRP. Donc à chaque fois, vous perdez des XRP. Et 0,2, ça veut dire qu'en faisant 5, vous en perdez 1. Donc ça peut monter assez vite. Et ça a justement été fait pour ça, pour éviter que des hackers créent et détruisent des comptes comme sur Solana ou Ethereum, où c'est n'importe quoi. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, voilà comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Et donc, dernier point de cette vidéo, je vais faire une mini revue de code. Donc, vous allez voir, ça va aller assez vite puisqu'il n'y a pas énormément de code non plus. Donc, globalement, on a deux types de code, on va dire les online, c'est ces deux-là. Donc, préparer et envoyer. Et on a les deux offline qui sont générer ou récupérer un wallet et signer une transaction. Donc, si je prends par exemple un online, ils sont juste faits un petit peu différemment, mais les deux sont faits de la même manière. Donc, je vais faire afficher la source. Alors ici, peut-être que vous ne comprenez rien, mais comme je vous ai dit, faites vérifier ça par quelqu'un qui connaît. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui savent lire un peu le HTML et le JavaScript. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ici, j'ai vraiment voulu limiter en librairie que j'utilise. J'utilise Bootstrap parce que ça permet d'avoir des graphismes un peu plus sympas rapidement. Mais c'est tout ce que j'ai utilisé. Et j'ai justement évité de mettre plein de librairies pour que ce soit trop compliqué à vérifier. Donc, vous avez ici le CSS de Bootstrap avec son intégrité. Du coup, là-dessus, ceux qui connaissent, vous savez qu'il n'y a pas d'erreur possible et vous pouvez les vérifier ou les remplacer vous-même si vous voulez. Ensuite, vous avez ici le jQuery, pareil avec son intégrité. Là, même ici, il n'y a aucun risque. Ensuite, vous avez donc le fameux script du XRPL. Donc là, c'est la librairie qui va discuter avec la blockchain du XRPL. Et ici, donc, je vais la chercher sur le lien officiel aussi que vous pouvez vérifier. Ici, avec son intégrité. Pareil, là aussi, si vous n'avez pas confiance, vous allez vous-même chercher, il y a deux liens possibles, il me semble. Vous allez vous-même chercher la librairie XRPL qui vous plaît, vous la mettez là, vous la remplacez, et comme ça, vous voyez que j'ai pas pu trafiquer ça. Ensuite, au niveau, donc c'est tout ce qui est importé. Et ensuite, au niveau du code, bon, ici c'est moins grave puisqu'on est sur la partie online. Donc ici, quand vous arrivez et que vous faites send, la transaction elle est déjà encryptée. Donc il n'y a pas de risque ici de code pirate, entre guillemets. Donc ça, c'était pour la revue online. Il n'y a pas grand-chose à recevoir puisque vous êtes sur la partie qui est connectée. Donc de toute façon, il n'y a pas grand risque ici. Là où il y a du risque, c'est sur la génération d'un wallet, s'il y a des fuites, ou c'est sur la signature, au cas où il y a aussi des fuites de clés privées. Ou des changements d'adresse de destination, par exemple. Donc là, pareil, afficher le code. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, vu que c'est offline, je ne peux plus aller chercher les librairies officielles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement copié-collé le code qu'il y a dans la librairie officielle qui est ici, mentionné là, et je l'ai collé ici. Pareil, si vous n'avez pas confiance, vous avez juste à le faire vous-même. Vous allez copier la librairie Bootstrap officielle 5.2 et vous la mettez ici. Et comme ça, vous verrez que j'ai pas pu modifier ça. En plus, là, c'est du CSS, il n'y a quand même pas de risque. Donc là aussi, pour simplifier, je n'ai pas importé de JavaScript de Bootstrap. Ça fait un truc de moins à checker. Le seul truc que j'étais obligé d'importer, c'est la librairie qui discute avec la blockchain XRPL. Et la voilà. Là aussi, j'ai fait copier du contenu et j'ai collé ici. C'est tout ce que j'ai fait. Si vous avez un doute sur cette librairie, allez vous-même copier le contenu et le coller ici. Et ensuite, pour le code, donc là, on est sur la génération. Donc ici, c'est un peu de style, c'est pour gérer la version cryptographique, pour crypter votre wallet à la fin. Ici, c'est la fonction qui encrypte, ici, c'est la fonction qui décrypte. Là aussi, vous pouvez regarder, il n'y a aucun code qui pourrait vous subtiliser votre clé privée. Ici, c'est des raccourcis, aucun risque pour le graphique. Ici, c'est les fameux mots-clés, donc il y en a 2048 dans ce tableau. Ici, c'est pour gérer l'état online-offline du navigateur. Ici, c'est pour lire un fichier que vous lui donnez. Donc ici, vous pouvez regarder, il n'y a rien qui pourrait subtiliser votre clé privée ou quoi que ce soit, ni votre mot de passe, rien du tout. Tout reste très local, c'est non connecté, donc de toute façon, ça ne fait pas appel à des librairies extérieures, à part celles que j'ai mentionnées. Ici, pareil, c'est pour faire afficher différents éléments de l'interface graphique selon ce que vous cliquez. Ici, on a le recover wallet, donc là, c'est tout simple. Je fais un prompt du navigateur, je récupère la seed phrase et j'appelle la fonction create wallet qui est juste en dessous ici. Et elle va me créer le wallet. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la seed phrase. Si la seed phrase n'est pas définie, elle va la chercher dans le fichier. Là, si je fais ça. Si la seed phrase n'est pas définie, elle vient la chercher ici. Et ensuite, ici, on appelle la librairie de XRP, du XRPL, pour créer le wallet. La partie offline. Donc, ça ne contacte pas la blockchain, ça crée juste le wallet.
Et ensuite, on met tout ça dans les différentes zones ici. Tac, tac et tac. Et ça, c'est le code qui permet de sauver un wallet. Donc quand vous êtes ici et que vous faites télécharger le wallet, ça c'est le code qui fait ça. Donc en gros, pareil, il vous demande votre mot de passe. Avec le mot de passe, il appelle la méthode d'encryption qu'on a vue ici là-haut, celle-là. Il crée le fichier et il le télécharge sur votre ordinateur. Là aussi, vous pouvez vérifier, il n'y a ni translation d'adresse de destination. De toute façon, ça aurait même aucun sens de le faire là. Ni aucun code qui enregistre dans un cookie, dans la database du navigateur ou quoi que ce soit. Vous verrez ici, pareil, vous pouvez faire vérifier, il n'y a aucun code qui stocke, comme l'a fait Tangem, sur le disque dur, sur les cookies, sur la database du navigateur. Ça stocke jamais rien. Et ça a l'avantage d'utiliser donc ce fameux prompt qui est un ancien truc et qui ne retient pas et ne sauvegarde pas les champs. C'est-à-dire que là, jamais vous aurez une proposition, comme on peut l'avoir dans les champs de navigateur, une proposition des différents trucs que vous avez tapés dans le passé. Et c'est tout. Après, c'est que de l'interface graphique. OK pour ça. Et enfin, le dernier fichier ici, donc c'est pour envoyer une transaction. Ici, en gros, on a chargé le fichier, vous pouvez coller là, mais généralement, vous allez faire charger le fichier. Ensuite, ici, pour pouvoir signer, donc ça, c'est la partie offline, hein, pour pouvoir signer votre transaction, il nous faut soit les mots-clés, pour pouvoir régénérer la clé privée et générer la signature, soit avoir accès à votre wallet sous mot de passe. Donc là, au niveau du code, même concept qu'au début, on a Bootstrap, le CSS que vous pouvez retélécharger, et on a la librairie du XRPL que vous pouvez retélécharger aussi si vous n'avez pas confiance. C'est juste un copier-coller de ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, on retrouve les cryptos, le decrypt, puisque ici, j'ai besoin que de decrypt. Ça, c'est des raccourcis graphiques. Ici, c'est la gestion du online et offline, pour vous prévenir de où vous êtes. Ici, c'est le code qui va charger le fichier ici et le mettre là-dedans. Pas de translation d'adresse ou autre, tout est nickel. Ça, c'est le fichier qui va venir charger. Donc, c'est ce code qu'il y a derrière là qui va venir charger votre fichier de wallet. Et vous allez être, on va vous demander votre mot de passe. Donc, c'est ce qui se passe ici. Veuillez entrer le mot de passe pour décrypter le fichier. Ça le décrypte et ça l'affiche. Aucune translation d'adresse, aucun stockage, aucun envoi, rien du tout. Et en plus, même s'il y avait stockage, vous êtes offline, donc peu de risque. Ça, c'est du graphique. Ça, donc, c'est le code qu'il y a derrière l'autre bouton. Donc, c'est si vous voulez, plutôt qu'avoir le fichier wallet, juste avoir les mots-clés. Donc, vous allez faire ça. Vous rentrez votre site phrase ici et il va vous signer la transaction. Donc, c'est ce qu'il y a là. Pareil, ici, c'est clean. Ça, c'est le code pour signer la transaction. C'est tout simple, hein. On récupère la non signée, on la signe et on affiche la signée. C'est tout. Et ça, c'est le bouton qui va télécharger le fichier sur votre disque dur. Là, avec la transaction signée, donc il n'y a plus de clé privée, rien, je vous dis, rien de ce qui concerne les mots-clés ou la clé privée n'est imprimé où que ce soit. Ni en log, ni sur disque, ni sur cookie, ni rien du tout. Et ça, c'est le petit bout de code pour copier le contenu. Là, une fois que vous avez le contenu, vous avez un bouton copie ou télécharger. Et ça, c'est que du code graphique. Donc voilà pour ça, mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire revoir par quelqu'un de confiance. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous sera utile. Moi, en tout cas, ça y est, je l'utilise à fond et je me sens vraiment beaucoup plus en sécurité. Et c'est ça qui compte. Je m'attaquerai doucement au fil de l'année là à d'autres blockchains pour avoir ce genre de programme simple, rapide et efficace, 100% sécurisé. Je vous le dis, je le fais d'abord pour moi, mais si je peux le mettre après à disposition, tant mieux. Et la règle d'or, c'est que téléchargez toujours les fichiers que moi je vous donne. Les fichiers officiels, ne récupérez jamais les fichiers d'une autre personne. Alors je vais peut-être ajouter aussi un dernier petit truc au moment où ma vidéo sera sortie, peut-être dans un coin, peut-être ici en bas à droite, un lien vers ma vidéo YouTube justement, celle-là que je suis en train de faire en ce moment même, et qui explique comment ça fonctionne et à quoi il faut faire attention. Donc je le rajouterai sûrement ici. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas aussi à tester avec le testnet si jamais. Assurez-vous toujours aussi de savoir ce qui est sélectionné ici en fonction de ce que vous faites, parce que des fois sinon il va vous dire ça marche pas, il n'y a rien, voilà comme là, ça n'existe pas, mais en fait c'est juste parce que vous êtes là. Donc si vous êtes sur le main, mettez-vous sur le main. Il est par défaut sur le main. Donc de toute façon, il n'y a que quand vous allez tester, assurez-vous d'être bien sur le test ici et sur le test ici. Et puis après, dès que vous voulez faire du réel, vous rechargez le fichier ici. Et puis vous serez main par défaut. Si vous n'avez pas besoin de tester, vous n'avez rien à faire, hein. Là-haut, c'est main, c'est déjà configuré, tout va bien, let's go. Voilà pour ça, et moi je vous dis à très bientôt.